Notre personne qu'on rencontre aujourd'hui, c'est M. Roland R. Tremblay. C'est un médecin de formation qui enseigne la médecine. Il l'a enseigné à Laval, à Sherbrooke, un chercheur de renommée et un passionné de la nature. Et c'est surtout ça là, qui nous a amenés ici. Et son jardin représente très bien cette vie active, vivante, à la grandeur du jardin. C'est vraiment un des beaux jardins qu'on a dans la région de Portneuf, puis même au Québec. Et les gens sont charmants. Fait que ça aide. Ça aide aux gens à revenir et à vouloir visiter. Alors, Monsieur Hamel, nous allons répéter le rituel que vous avez observé hier. Que vous avez. Ça suffit, les filles, là. Retournez dormir. Lucie est notre horticultrice en chef. Jusqu'à mercredi soir, la serre débordait de plantes. Maintenant, vous les voyez partout dans les plates-bandes. C'est un peu dangereux. Ouais. Regarde la caméra pour poule. Hein? Bon. Faut retourner dans ta maison. OK. 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 Vers les années 1950, je vivais à la campagne, dans le rang 4 de Saint-Hilarion, et puis il y avait des parents, des grands-parents, qui s'occupaient de fermes, d'agriculture en général. Et ma première rencontre, ça a été plutôt traumatisant dans le sens que il y avait à l'époque ce que mon grand-père appelait des manche-poules. Alors, le manche-poule attrapait les poules qui étaient en liberté sur la ferme, tout à fait normal que ça soit comme ça. Et une fois qu'il avait dégusté une ou deux poules, le grand-père devenait très irritable. Alors, il s'occupait pour mettre un piège et il attrapait le hibou. La suite des événements était traumatisante dans le sens que il y avait un four à pain très vieux, qui n'était pas très haut. Alors, il mettait le piège et le harfang sur le toit et nous disait « d'ici une semaine, il va être mort ». Alors, l'idée qu'il se faisait, avec le recul du temps, c'est que l'oiseau se déshydratait, il n'était pas nourri. Alors, pris de compassion, ma petite cousine Rose-Hélène et moi, on allait porter de l'eau discrètement au harfang. Il nous regardait, il tournait la tête. On ne l'a jamais vu boire, mais on sait que l'eau disparaissait. Est-ce que c'est par évaporation ou parce qu'il prenait une petite gorgée d'eau de temps en temps? Là, on ne le sait pas. Ça, c'était ma première unité de ce que j'appellerais de sensibilisation vis-à-vis de la souffrance animale. À vous montrer pour vous illustrer l'amour que nous avons pour la gélinote. C'est en hiver. Vous voyez que la gélinote, c'est un oiseau qui s'apprivoise bien. Oui. C'est ici, ça? Alors, on l'a relâché, évidemment. Merveilleux. Et par la suite, évidemment, en agriculture générale, il y a toujours des poules. Ben, les poules, il y en avait dans la maison de mes parents, chez le grand-parent. Et les poules étaient en liberté et nous suivaient parce qu'on leur parlait tous les jours. On leur donnait des gâteries comme on le fait ici. C'était vers les années 1950-1952. Donc, ça fait très longtemps qu'on avait de l'attirance vis-à-vis les oiseaux de la ferme. Ce pas des oiseaux très développés, mais ils ont un sens capable de nous reconnaître, de nous suivre et d'apprécier peut-être ce qu'on fait pour eux. Et par la suite, j'ai été confié pour maintenir, je dirais,
un statut d'étudiant au séminaire en vue de devenir un prêtre. Alors j'ai été confié en adoption à un séminaire. Ça a duré des années. Après, c'est la formation médicale, c'est la formation en sciences. Donc, il y a eu un grand trou où les lieux de résidence n'étaient pas favorables. Je dirais pour communiquer avec la faune ailée ou la faune tout court. Et un jour, il y a, en raison de circonstances associées au travail, on habitait un petit château près des Tourbières Saint-Charles. C'était joli, mais entouré de fermiers qui utilisaient déjà à l'époque beaucoup de substances pesticides là, pour les différentes cultures. Il y avait des grands champs. Donc, c'était pas favorable pour l'observation des oiseaux, ni pour le métissage de nos hémérocales. Alors, l'hémérocale, c'est une plante que l'on développe depuis au moins une trentaine d'années. Les cultivars sont tous distingués, donc de belles factures, nous coûtent cher. Deuxièmement, on part d'un plant comme celui-là. Lorsqu'il est en fleurs, on utilise le pollen, c'est Lucie qui est responsable de ce programme d'hybridation-là, et on va dire, lui devrait être métissé avec l'autre plant que l'on choisit d'avance. Et là, on hybride et on attend 3 ans pour voir quel sera le résultat final. 3 ans, il faut être patient? Oui, il faut être patient, c'est pour ça qu'on vieillit rapidement. On a toujours hâte à l'année qui suit. Et sur le nombre d'hybrides que Lucie va produire, disons une centaine, il y en a peut-être 2 ou 3 qui vont mériter d'être enregistrés à New York. Je me trouvais à Place Laurier, puis il y a une dame qui avait un jardin à vendre. Alors, j'interpelle la dame, elle dit « Quelle est la nature? Qu'est-ce qu'il y a dans ce jardin-là? » C'est un jardin qui est ouvert au public, c'est un jardin qui comprend tous les éléments qui peuvent vous intéresser. Parce que vous me parlez d'oiseaux, vous me parlez d'eau, vous me parlez de végétation, de fleurs. Alors, cette brave dame me dit « Pour maintenir votre intérêt et puis conclure la transaction, j'ai une vidéo qui dure 1 heure. » Alors, on se donne rendez-vous, elle me présente les jardins qui avaient été initialement développés par M. Marcotte, comme vous le savez fort bien. La structure comme telle existait. Tout ce qu'on a fait au cours du dernier quart de siècle, ça a été d'améliorer les plates-bandes, de changer la forme des plates-bandes, d'introduire des courbes pour que ça soit à la mode, etc. Et on a continué les visites pendant 10 ans. La maison, ici, c'est un lieu qui est extraordinaire dans le sens qu'il y a beaucoup d'espace. Il y a l'air qui est pur. Il n'y a pas de contaminants dans les environs. Il n'y a pas d'agriculture intensive, ce qui fait qu'on n'a pas, je dirais, de pesticides dans les environs. Peut-être un petit peu plus vers l'est, mais c'est pas important. Donc, on a des insectes. Ce qui est formidable, on ne peut pas penser, regarder, observer, nourrir des oiseaux uniquement avec des graines. C'est ce qu'on fait en hiver. En hiver, il y a une grosse population qui se réjouit. On mettait nos mangeoires habituellement à côté de ce tilleul. Mais c'était une dispute chaque jour à cause de la présence des écureuils gris, des écureuils noirs. Et il y en avait parfois 5 ou 6 là, qui se chicanaient autour des mangeoires. Donc, on a pris l'initiative de suspendre nos mangeoires dans la fenêtre avant de la maison. C'est une grande fenêtre. On les suspend après la gouttière.
Nos merles bleus, ils sont présents depuis que nous avons mis le petit pied ici. À chaque année, nous avons 2 ou 3 maisons qui sont occupées par le merle bleu. L'arrivée du merle bleu signifie pour nous un moment particulier de la saison, forcément. L'arrivée de la chaleur, le printemps. Et on est toujours très heureux, on les surveille, parce qu'il y a un élément annonciateur qui ne trompe pas. C'est l'arrivée des hirondelles bicolores. La bicolore arrive dans un premier temps ici, ensuite le merle bleu. Et c'est là où les tensions sociales s'installent. Parce que le merle bleu, il voudrait bien retrouver ses maisons qu'il possédait l'année précédente. Donc, il y a des chicanes épiques là, où le merle bleu réussit au moins à se tailler une place dans 2 ou 3 maisons. Il y en a 2 qui sont toujours présents, 2 couples qui sont toujours présents. Ils ont leur niché. Ils recommencent un mois plus tard, disons. Et il y a un tassement de l'espace social qui se fait, puis ils sont toujours heureux chaque année. D'autant plus heureux qu'à chaque semaine, on coupe le gazon. Et là, on se dit, dans la cour de la soirée, on verra des merles bleus qui vont descendre à 45 degrés de leur maison pour déguster des bons insectes qui sont au sol. C'est important de le mentionner parce que c'est la marque de commerce. Il y a des touristes qui passent et qui n'observent pas ce petit détail-là, mais l'hirondelle ne fait pas ce geste-là. Elle se nourrit en vol, forcément. Et le merle bleu, bien, lui, il aime beaucoup arpenter le terrain pour trouver des insectes qui vont les porter à sa famille. On a donné des maisons aux voisins, ce qui fait que ici, chez M. Luc, chez l'avocat à côté, bien, ils ont des maisons, puis ils accueillent aussi des merles bleus. J'ai toujours une quinzaine de maisons qui sont à la disposition de quelqu'un qui me dit ben, « Ouais, on aime ça regarder vos oiseaux, puis on voudrait avoir une maison. » Je vais en installer une en quelque part. Vous avez remarqué ce matin qu'il n'y a pas de corneille ni de... Absolument pas. On entend le chant des oiseaux. Oui. Pourquoi? Parce que l'hirondelle bicolore s'occupe de chasser les corneilles. C'est un très beau spectacle aérien. C'est aussi bien que les snowbirds canadiens, là. Elles se mettent 4 ou 5 autour de la même corneille. Regarde, là. Dégage. Ça, c'est notre territoire. Il y a une période dans la vie où on aime l'agitation, le tumulte. Tu vas à un congrès, puis tu rencontres une centaine ou des milliers de collègues avec qui tu échanges. C'est ce que j'appelle le tumulte intellectuel, parce que sur une période de 4 ou 5 jours, tu as tellement d'idées à échanger, et bon, ça crée un tumulte. Tu reviens ici, c'est la paix. Ce qu'on retrouve ici, c'est la quiétude, c'est la paix de l'esprit, la paix de l'âme, et puis il y a toujours une vision qui peut être apaisante. Que tu regardes les pommiers en fleurs, moi, ça me calme. Je suis pas nerveux de nature, là, mais quand même, ça me détend. Genre, je me dis, il y a une fleur qui va me donner un parfum. Je vais voir des oiseaux. Plus tard, il y aura le gros bec jaune qui va venir manger des pommes. Il y aura les perdrix, les gélinottes qui vont venir manger des pommiers, dans les pommiers. Donc, il y a toujours, en fonction du mouvement des saisons et du temps, il y a toujours une activité qui est intéressante. Si je m'approche du bassin, les truites vont venir me rencontrer. Une truite, ça n'a pas de reculons, donc ils avancent. Ils viennent me voir. Il y a un canard qui est là. Il y a 2 jours, je la voyais monter tranquillement, le mâle, la femelle, tranquillement. Encore un quart.
Tout à coup, elle oblique vers la droite. Je me suis dit, elle s'en va vers l'autre bassin où il y a 2 canards noirs. Bon. Ce sont des barboteurs comme les colverts. Mais non. Un quart d'heure plus tard, elle était couchée avec son copain sur le rebord de la piscine, en chaleur. Alors, moi, ça me plaît énormément. J'observe ça, là, puis j'en ai pour 10 minutes à me dire, oui, c'est donc beau. Hein? C'est merveilleux, c'est la nature. C'est la nature, hein, C'est pas parce qu'il y aura une petite crotte sur le bord de la piscine que je vais les effrayer. Alors, on les laisse faire, hein, puis quand ils ont terminé leur session à chaleur, ben, ils s'en vont. Ici, des arbustes qui dégagent une odeur extraordinaire. C'est le Philadelphie, ça. Là, ils ne sont pas en fleurs du tout. Hein. Certains disent on ne touche pas aux maisons, on ne fait pas de propreté. Pourquoi? Quelle est la raison qui est invoquée? C'est que si vous avez un oiseau qui a construit un nid et qui a déjà 4 ou 6 cm de matériaux et qui n'a pas eu d'infection, il n'y a pas eu de mort, vous laissez ça en place. Si vous avez des maisons qui ont une porte d'entrée ou d'accès, c'est incroyable, regarde ça, une porte d'accès qui est trop haute, bien, si le nid est à peine de 3 ou 4 cm, les jeunes ne peuvent pas sortir. Puis il y a des personnes qui ne mettent pas de grillage pour que l'oisillon puisse monter tout doucement vers la sortie. Alors, il y a des morts à cause de cette situation où la maison est trop bien entretenue. Alors que si vous partez avec un fond de 4 cm, bien, les oiseaux, ils peuvent se montrer la tête et puis ils sont nourris plus facilement. Donc, 2 écoles de pensée. Quelle est la meilleure? Je ne sais pas. Vous avez la preuve qu'on ne dérange pas le pic doré, le pic majeur, le petit pic mineur. Vous voyez ce tronc d'arbre-là? Il a tellement été agressé qu'il y a un mécanisme propre aux arbres et propre aux êtres humains, c'est de dire que moi, je vais guérir en augmentant mon volume de cicatrisation. Alors, regardez, à partir d'ici, ça, c'est le tronc qui devrait être normal. Oui. Mais il a été tellement travaillé par les pics que, bon, l'arbre n'est pas mort, mais il n'est pas fort.